Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Très bon réveil à vous tous. Sahar Mdankom. Excellente matinée en notre compagnie. J'espère que vous allez bien. Avec ces journées de Ramadan, que vous jeûnez bien et que vous êtes en forme, en tout cas, pour nous suivre tous les matins. Si vous êtes réveillés, en tout cas, j'espère, vous prenez en tout cas notre émission au vol pour vous informer et vous divertir aussi. Alors, nous aurons à parler de nombreuses expositions qui vont avoir lieu avec la rubrique de Lilia Ben Nasser. Ne ratez pas l'agenda culturel, elle viendra nous donner les grandes lignes bien sûr de la semaine, à savoir tous les rendez-vous qu'il ne faudra pas rater à travers les rencontres, les expositions, les soirées musicales et surtout les expositions comme je l'ai dit. Et puis on aura aussi Rimed Lamouri qui sera parmi nous pour Internet, tout ce qu'il y a sur Internet. En tout cas aujourd'hui va nous donner quelques rendez-vous à travers bien sûr le net, tout savoir, comment s'informer, lire le Coran, aussi trouver des sites autour de la lecture du Saint-Coran à travers les réseaux et surtout les sites internet. Et puis des plateformes aussi intéressantes. Nous aurons à parler santé avec la journée mondiale de la santé. C'est chaque année célébré le 7 avril. Eh bien, on ne dérogera pas à ce bon rendez-vous. Ça sera donc demain, célébré partout dans le monde. Nous en parlerons aujourd'hui avec notre invité, chercheur à l'Institut Pasteur. Il viendra nous parler des grandes lignes de cette année. Et puis, bien sûr, Ahmed Gringarsen, comme chaque mercredi matin, il est là parmi nous. Il viendra nous parler d'un grand monsieur combattant et mystique. Il s'agit de Cheikh Bourmema, une grande figure de la résistance algérienne. Il en parlera en détail. Et puis, on aura aussi à parler de la solidarité. C'est aussi à l'ordre du jour durant le mois de Ramadan, bien entendu, avec cette association, les membres du groupe. C'est un groupe, le groupe des aides volontaires, qui seront parmi nous pour nous parler de cet esprit de volontariat et surtout d'apporter un peu de chaleur et surtout du réconfort aux personnes qui sont en situation de difficulté financière. Et puis nous aurons également un autre plateau, des invités qui viendront nous parler de cette belle exposition qui se déroulera à partir du 7 et ce jusqu'au 30. Bien sûr, il va y avoir une exposition d'artisanat et pour ce faire, nous aurons l'organisateur et une artisane sur notre plateau. Voilà, c'est tout le programme qu'on a choisi pour vous. J'espère que vous allez rester attentifs jusqu'à 10h30 avec toute l'équipe du Bonjour d'Algérie pour vous accompagner. Tout de suite, c'est la météo. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, معاً نصنع المستقبل. Aujourd'hui, on est le 6 et chaque 6, on parle avec Amel de toutes ces dates. C'est important de se rappeler de la date du 7 parce que le 7, c'est aussi la journée mondiale de la santé. Amel est en train de se moquer de moi parce que le 7 aussi, c'est son anniversaire aussi. Merci Amel. Alors, on va bien sûr parler de la météo aujourd'hui. Oui, le 30. Il va faire beau. Très beau. Non, pas très beau, mais bon. Il faut qu'il fasse froid, il faut qu'il pleuve. Ouais, non, il y aura quelques faibles pluies quand même. D'accord. De temps en temps. On a pris le pli, Voilà. Les nombreuses pluies. Ça va pas aujourd'hui. Ça s'arrange pas. Ah non, je perds mes mots aujourd'hui. Bon, j'espère que ça va aller d'ici la fin de l'émission. On espère. Allez, on vous laisse présenter la météo. Merci Emel, bonjour à tous. Eh bien, pour aujourd'hui, le ciel se montrera passagèrement nuageux sur pratiquement l'ensemble des régions nord. Des nuages bas, parfois denses, vers les régions côtières et intérieures qui peuvent donner quelques faibles pluies éparses durant la journée. Et à noter des vents parfois assez forts, mais en matinée sur les côtes centre et est du pays. Au sud, rien à signaler, le temps restera dégagé à partiellement voilé, avec toutefois des sillons de sable, cette fois-ci vers le Sahara central et les oasis. Les températures, quant à elles, seront plutôt agréables pour la saison. Le minimum 15 degrés à Albir, 17 Djelfa, 16 degrés à Tizi Ouzou, 17 Alger, 21 Oran, 20 degrés à Tlemcen, 23 degrés à Tébessa, 21 Constantine et Batna. Au sud, 26 degrés à Biskra, 24 du côté de Béchar, 28 Gardaya, 39 à Janet, 37 Insalah et Tamanrasset, 25 à Tindouf, 43 Borj Beji Mokhtar et le maximum cette fois-ci à Ingzam avec 44 degrés. La mer aujourd'hui se montrera très agitée sur les côtes centre et est, peu agitée sur les côtes ouest avec des vents qui varient entre 40 et 70 km/h sur les côtes centre et est de secteur ouest à nord-ouest et va
à 30 km/h sur les côtes ouest et les vents seront de secteur est à nord-est cette fois-ci. On va faire un petit tour cette fois-ci vers le continent européen. On aura quelques flocons de neige du côté de Moscou, plutôt nuageux à Kiev, des pluies prévues à Berlin, Londres, Paris et Rome. Un ciel bien dégagé à Lisbonne mais peu nuageux à Madrid. Le mercure affichera 3 degrés seulement à Moscou, 13 à Kiev, également Berlin, 20 degrés à Vienne, 12 Londres, 16 degrés à Paris, 14 à Rome, 28 le maximum du côté de Madrid en passant par les 18 degrés à Lisbonne. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure, juste après le journal télévisé de midi et d'ici là, très très bonne matinée. La météo vous est présentée par Mobilis. موبيليس معا نصنع المستقبل. Voilà, grâce à Emel, vous savez tout sur les nouvelles du ciel d'aujourd'hui et vous en saurez plus tout à l'heure à midi. Et 19h, comme elle vous l'a dit, bien entendu, on vous dit bonne journée, Emel. Merci. Merci pour À ces tout à nouvelles. l'heure. Et puis bon courage, suivez-nous. Ah oui, surveillez-moi à la encore. régie. Ouais, Je vais noter. de près et notez les fautes. Et puis on vous laisse en compagnie, on vous laisse repartir avec une belle chanson. C'est Avec Hasna al-Basharia tout de suite et on se retrouve juste après. رسول الله هلالي بهلالي رسول الله هلالي بهلالي لا يا عبد الله هلالي بهلالي لا يا عبد الله هلالي بهلالي رسول الله هلالي بهلالي رسول الله هلالي بهلالي لا يا عبد الله هلالي بهلالي لا يا عبد الله هلالي بهلالي عينك حلا سيدنا وسنانو الزواهر عينك حلا سيدنا وسنانو الزواهر انت الغني يا مولانا الله انت الغني يا مولانا الله عينك حلا سيدنا وسنانو الزواهر عينك حلا سيدنا وسنانو الزواهر انت الغني يا مولانا الله انت العالي يا مولانا الله 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 يا مولانا الله 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 يا مولانا الله انت الغالي لا تنسانا الله انت الغالي لا تنسانا الله 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 يا مولانا الله 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 يا مولانا الله انت العالي لا تنسانا الله انت العالي لا تنسانا الله
De retour sur le plateau après ces rythmes, نسلموا عليها حسن البشارية. J'espère qu'elle passe un bon ramadan. Et puis, on aura l'occasion, Inch'Allah, de la recevoir bien bientôt sur nos plateaux. Eh bien, comme chaque mercredi matin, vous avez rendez-vous avec la rubrique de Ahmed Grigassen sur nos savants et chercheurs algériens. Aujourd'hui, une grande figure donc, de la résistance algérienne sera à l'honneur dans sa rubrique. Bonjour Ahmed. Bonjour Amal, bonjour à tous les téléspectateurs. Oui. Donc voilà, on va essayer de parler un tout petit peu de Cheikh Bouamama, qui est très connu. Pourquoi on l'a choisi dans une rubrique qui est normalement consacrée aux savants? Parce que normalement, lui, il était destiné pour être un chercheur savant. C'est un savant. mystique. Exactement. Donc il a choisi, au tout début, il a créé sa propre école, une zaouia où il enseignait. Donc il a fait une formation. L'histoire a fait que l'occupation française a obligé les Algériens à changer de vocation. Donc voilà, donc il a pris ses responsabilités historiques. Donc voilà, c'est on montre là un timbre qui a été édité avec l'image de Cheikh Bouamama. C'est une image un peu, on n'est pas sûr si c'est la vraie image. Donc il y a plusieurs en fait croquis, dessins qui reviennent, qu'on retrouve même sur sa figure. Donc voilà. Donc, mais lui, de toute façon, il a écrit son nom sur le registre de l'histoire de l'Algérie. Exactement. Il a troqué son stylo, son livre pour les armes. Exactement. Il n'avait pas le choix. Et le deuxième point important, c'est que la première bataille, c'était au mois d'avril, donc en 1881. On est au mois d'avril, donc c'est une façon aussi de lui rendre hommage. Et le troisième point, c'est que comme toutes les tariqas en Algérie, comme tous les soufis, donc pratiquement toutes les tariqas ont participé à la résistance. Donc c'est un point très honorable pour les tariqas. Donc l'image qu'on veut nous donner sur les soufis, c'est que ce sont des mystiques versés dans l'ascétisme, donc qui s'isolent, zuhd. Donc, mais en fin de compte, on voit que au contraire, nos mystiques ont été des mystiques engagés, des mystiques résistants, des mystiques qui ont fait l'histoire aussi, un engagement exactement, un engagement politique. Donc Cheikh Bouamama, donc dans sa formation, il a étudié, donc il appartient bien sûr à la grande tribu des Oulad Sid Cheikh, c'est pas des moindres, donc et aussi ils font partie du patrimoine immatériel algérien aussi. Exactement, donc Oulad Sid Cheikh. Il y a eu la résistance des Oulad Sid Cheikh en 1864, bien avant, donc qui a duré un certain nombre d'années, mais qui s'est éteinte, et ça a été repris sous la houlette de Cheikh Bouamama en 1881, parce que les conditions ont empiré, donc au lieu d'améliorer les choses. Ça, c'est aussi une autre image qu'on attribue à Cheikh Bouamama, donc qui est aussi un peu pas très sûr, donc un peu suspect. On dit que c'est peut-être lui qui est... Peut-être lui, étant jeune? Ça m'étonnerait, parce que bon, il est né à la fin des années 30 du 19e siècle. Ça, c'est la zaouia de Bouamama. Donc, elle a été actuellement, donc elle a été reprise, elle a été reconstruite, parce qu'elle a été détruite, en fait, par les autorités coloniales. Lui, il a translaté entre le Moghra al-Tahtani et Moghra al-Fouqani dans la région de Ain Sefra, au sud-ouest de l'Algérie. Sa résistance, elle a occupé pratiquement tout le sud-ouest de l'Algérie, donc jusqu'à la région de Touet, la région Tiaret, Al-Bayyad, donc toute Naama, Ain Sefra, toute cette région a été occupée, a été le berceau de la résistance, donc c'est quelque chose de très important, donc imaginez un peu. Donc, et ça, c'est une image terrible, donc c'est l'une des images les plus affreuses de l'occupation française. C'est le moment, au 15 août 1881, où ils ont tout simplement dynamité le mausolée de l'Abyad Sid Cheikh. Donc ça ne s'est jamais vu dans l'histoire, donc il y a eu quelques nations qui ont fait ça. Il y a les Tartares quand ils ont occupé Bagdad, il y a les Français qui ont fait ça en Algérie, il y a aussi les Salafis qui ont fait ça dans les différents mausolées. Donc vraiment, ils ont ce point commun de barbarie qu'on n'a jamais vu. Donc tuer un vivant, c'est déjà un crime, mais là, revenir à faire exploser un mausolée qui est respecté, un Saint-Temple, donc qui est vénéré. Imaginez quelqu'un vienne faire exploser Saint-Pierre ou quelque chose comme ça, parce que l'Abyad Sid Cheikh, c'est le père fondateur de toute la tribu
tribu. C'est Oui. pas, c'est un homme saint, ok, mais c'est aussi comme c'est Abdelrahman Alger, c'est Aujourd'hui, Moul oui, Bled. exactement. Aujourd'hui, il y a cette procession qui continue malgré tout, Bien hein. sûr, bien Finalement, sûr. l'histoire Mm. et même justement ce qu'a fait le colonisateur, il n'a pas réussi finalement à détruire cet engagement envers ce saint patron aussi. Exactement. Parce que bon, c'est le saint patron, c'est le père fondateur de la tribu, c'est le père fondateur de la région, c'est le premier qui s'est installé. Donc, Oui. c'est quelque part, c'est la légende ou le mythe fondateur de toute une région. C'est comme Romulus et Romulus à Rome. Donc, C'est c'est des ça. gens qui ont créé le point qui est devenu par la suite Une visite. une visite, qui est devenue une capitale, qui est devenue une ville, qui est devenue. Donc, c'est Aujourd'hui, ça. on célèbre partout, donc enfin à travers cette région, Rqb Sidi Chir. Donc c'est Exactement. connu, ça fait partie de notre patrimoine immatériel. Exactement. Donc aujourd'hui, ça a résisté malgré le temps, malgré les affres du colonisateur. Mais voilà, mais à quel prix? Donc le prix démographique que l'Algérie a payé, le prix, Des déplacements. Et... le prix aussi symbolique, il y a beaucoup de symboles qui ont été détruits, les monuments, donc on peut imaginer un peu. Donc pour revenir à Cheikh Bourmama, donc il a commencé sa résistance. Parce qu'à un certain moment, il y a beaucoup de pression. La pression, c'était quand ils ont commencé, le colonisateur a commencé à, à bloquer le déplacement des caravanes des tribus, parce qu'ils ont essayé de... C'est comme ça que ça s'est passé. Donc, on détruit la tribu en premier par ses activités commerciales, ses activités économiques, pour essayer de les dompter, pour essayer de les faire disparaître carrément. Donc, voilà. C'était ça le but. Donc, mais là, ils sont révoltés. Et Cheikh Bourmama, il était aussi le patron d'une tariqa, c'est tariqa Cheikhiya. Donc, elle est propre à la tribu. Donc, il a utilisé ce lien. Encore une fois, c'est une tariqa soufie qui a créé le réseau pour rassembler les gens et pour créer la résistance, pour être le suppléant de la résistance. Donc, il y a eu plusieurs batailles. 1881 jusqu'à 1884. Et puis, bon, bien sûr, Cheikh Bourmama n'a pas fait les grandes écoles militaires, donc c'était tout à fait normal. Et puis, démographiquement, la région n'est pas très peuplée, donc c'était tout à fait normal qu'il allait décliner. Il a eu des victoires terribles sur des généraux, donc des officiers qui étaient au grade de général. Ça a été humiliant d'ailleurs. Hein, bien sûr, justement. ils ont très mal pris parce qu'ils méprisaient, ils continuent à nous mépriser. Donc, affronter des gens comme ça, en plus avec des armes rudimentaires, avec leur façon de s'organiser, et à la fin... Ils ont été très courageux parce qu'ils ont monté donc toute une cavalerie. Il fallait donc se organiser en résistance et bien sûr et là encore une courageusement. fois Abdelkader Khlifi, donc dans son livre l'auteur il parle aussi de ce qu'ils avaient fait les Moudjahidines quand au moment où ils sont alignés. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont noués leurs burnous les uns aux autres. Comme ça, ils devaient rester, donc jusqu'à la mort. Soudés. C'est ce qui s'est passé aussi avec la résistance en Kabylie, avec Boubrela et la Fatma Souma. C'était la même chose. Mais bon, en face, il y avait une armée qui était militairement supérieure. Ça envoie là une correspondance. Oui. Donc on voit un peu comment il a tissé ces liens. Donc il envoyait des correspondances aux différentes fractions de tribus et son influence est arrivée jusqu'à l'Rouat, donc Djebel Amour, donc aussi Qsar Chlala. 20 juin 84. Exactement. 1800. Donc il envoie donc ces correspondances à toutes les tribus, donc pour voir un peu l'influence de Cheikh Bourmama. Et pourquoi justement il a mené la résistance? C'est qu'il a compris qu'il y avait eu beaucoup d'exactions dans cette région. Donc le colonisateur commençait à grignoter toutes les parcelles de terre et bien sûr le pouvoir aussi de cette région. Exactement, parce les habitants de cette région. Après la première... non, parce qu'ils étouffaient. Donc ils étouffaient petit à petit. C'est ce qu'ils ont fait, par exemple, dans les grandes villes. Ils ont détruit tout ce qui était l'artisanat. L'artisanat local a été détruit. Donc il y avait une concurrence déloyale entre la production artisanale et la production faite dans les usines. Et les gens commençaient à s'appauvrir. Donc ils devaient chercher une autre façon. Les terres, elles étaient aussi confisqués, donc même les paysans perdaient. Et puis, ils ont ramené le choléra avec eux, donc c'est une maladie que les Algériens n'avaient jamais connue, donc à la fin du massacre. Et puis les famines de 1866 à 1867.
68. Donc et les gens se sont appauvris, que ce soit à l'ouest, à l'est. C'est juste après, il y a eu la résistance de Mokrani Cheikh Al-Haddad. Et à l'ouest, c'était un peu plus tard avec Cheikh Bouamama. Donc ça s'est fait, c'est une politique générale qui s'est faite dans tout le pays. Et les gens ont réagi chacun à sa façon. Bien sûr, et on les empêchait aussi d'aller faire des transhumances. C'était encore plus difficile pour eux de pouvoir alimenter leur cheptel. Et ils ont perdu beaucoup. Donc, beaucoup de cheptel. Il y a eu aussi des maladies, des épidémies de cheptel. Donc, ils en ont, donc vous êtes la spécialiste en termes d'épidémies de cheptel. Ils en ont beaucoup perdu. Et c'était leur capital. Ras Madham, c'était ça. Donc, tout dépendait, leur vie dépendait de ça. C'était pas un pays, les hauts plateaux en général, vers le sud, c'est pas des régions d'agriculture, c'est plus aride. Aride, c'est très aride. Donc, l'économie est basée sur le cheptel. Exactement. Alors, vous avez parlé donc de Abdelkader Khalifi, Mahattat min Tarikh Cheikh Bouhamama. C'est un livre, deuxième ouvrage. C'est le deuxième ouvrage. Il consacre, on l'a vu. Il y a eu Abdelhamid Zouzou, ça fait longtemps qu'il a consacré un écrit sur Bouhamama. Donc il y a eu ça c'est le dernier que j'ai trouvé dans le dernier SILA en Algérie, donc j'ai tenu à le montrer. Comme quoi le thème est toujours d'actualité, c'est un thème de recherche. Donc Abdelkader Khalifi a fait son doctorat sur l'histoire sur Cheikh Bouamama. Donc il est parti encore pendant les années 90 chercher les témoignages. Donc il y avait encore des gens qui se rappelaient. Moi-même j'avais Mehmed Bahakmi qui est le mari de ma grande-tante, Rabbi Hafadha. Donc il m'avait donné à l'époque un poème sur Cheikh Bouamama. Il disait Cheikh Bouamama Misbah al-Bit, Mchit ben Ala hatta Mlit, Mchit bil-Hfam Atabou Rjliya. Donc la suite du poème bien sûr. Donc je lui ai dit c'était parce que comme il était originaire de Timimoun, donc Cheikh Bouamama s'est réfugié à Timimoun. Donc il y a eu cette poésie qui a été faite autour du personnage parce qu'il était important. Et bon, le poème a été transmis pendant les années 90. Donc imaginez, donc ça faisait déjà un siècle entre, et maintenant ça fait plus d'un siècle. Et ça voyage et ça continue. Et ça reste et ça continue. Grâce à vous aujourd'hui, vous allez aussi donner aussi cette occasion aux téléspectateurs de le connaître et de l'apprendre. Exactement, ça c'est aussi le patrimoine immatériel de l'Algérie. C'est toute cette poésie qui a été tissée autour de la résistance. C'est beau. Voilà, exactement. Et puis parler bien sûr de cet illustre personnage qui a aussi fait couler beaucoup d'encre à travers le cinéma. Notre réalisateur Namal Bakhti, avait fait un grand film, l'épopée de Cheikh Bouamama, c'était en 84, je pense. Et ça a été un grand succès, ce film qui a été vu à la télévision, qui a été vu un petit peu partout, et bien sûr, formidablement par Athman Aliouet, formidable personnage. Voilà, il a vraiment incarné donc on lui souhaite un bon Ramadan, Inch'Allah, il nous avait mis à l'époque Ben Amr Bakhti un peu de l'eau sur la bouche, on s'attendait à la suite, donc l'Amir Abdelkader, Badis, les grands personnages de l'histoire, bon, pour des raisons qu'on ne connaît pas, il n'y a pas eu. Ça, c'est le testament de Cheikh Bouamama, donc à la fin de sa vie, parce qu'il a dû fuir en fait. Parce qu'il était poursuivi, harcelé partout, donc il a dû fuir. Il est décédé en 1908, je crois, donc loin de son pays, loin des siens. Et il a envoyé un testament. Donc c'est une copie qui est une très mauvaise copie que j'ai trouvée sur le net. Mauvaise qualité. Très mauvaise qualité. Donc je ne sais pas si c'est sa calligraphie, je pense que oui. Ou peut-être qu'il a dicté, je ne sais pas. Mais quand même, c'est un personnage pour dire un peu le blocage qu'a constitué l'occupation française en Algérie pour chaque individu. Parce qu'il y a des gens comme Amir Abdelkader qui étaient voués à devenir un grand alim. Donc il a été obligé de prendre sa responsabilité historique. Prendre les armes. Cheikh Bouamama aussi, Lala Fatma Soumer qui gérait aussi la Zawiya de son père. Donc plein de gens comme ça. Il y a aussi le blocage démographique qui s'est opéré en Algérie. Donc si on estime que 10 millions d'Algériens ont été tués, donc avec un facteur annuel de 2,6 de naissance, donc on peut imaginer quel aurait été le nombre d'Algériens maintenant en termes de démographie. C'est aussi un coût démographique très très cher, en plus bien sûr de tout ce qui a été détruit comme patrimoine matériel et immatériel. À Alger, il y avait, on décomptait plus de 100 mosquées. Maintenant, il y a à peine une dizaine qui sont restées. Enfin, je parle des mosquées historiques. Bien sûr. Donc tout ça, c'est le résultat. Et on a aussi... on constate encore
voilà, on constate aussi. Mais on a aussi le bonheur d'avoir des gens qui ont résisté, qui ont été des chefs, qui ont tenu tête, tel Cheikh Bouamama et tous les C'est autres. ça. Rabbi yarhamhum, Allah yarhamhum. Et surtout les chercheurs qui continuent à nous informer et à faire une belle recherche bibliographique sur tous ces personnages historiques, à travers aussi ce qu'ils ont légué aussi à la jeune génération. Merci beaucoup, Merci Ahmed. à vous. Sahar Mdanek Sahar encore une Mdanek, fois. Sahar Et puis Sienko. on vous dit à vendredi, plutôt à mercredi À mercredi, prochain. Inch'Allah. Rendez-vous pris. On se dit tout de suite, on va retrouver un reportage signé Sophia Chouban qui nous fait découvrir la mosquée Ketchawa. Nichée dans la basse Casbah, la mosquée de Ketchawa est une merveille architecturale d'un style très original. Elle est visible par son double minaret, ses arcades et une immense coupole centrale qui la rend singulière dans la cité. En visitant l'édifice, on y trouve une salle de prière de 11 mètres de côté, entourée de plusieurs galeries. Bachat, qui a été Dey d'Alger, est le deuxième constructeur de la mosquée Ketchawa, une époque faste qui a incité le Dey à faire de ce monument islamique l'une des plus belles mosquées d'El Jazair. Quant au mot Ketchawa, il signifie en dialecte arabe Houmet Rahbat al-Maïs ou plein des chèvres. L'histoire de Ketchawa se confond du temps de la présence turque en passant par la période coloniale jusqu'à l'indépendance, soit de 1436, date de sa première construction jusqu'à son ouverture solennelle le 2 novembre 1962. Celui qui a évoqué la splendeur de cette mosquée, c'est bien le grand voyageur érudit Aboul Qassem Aziani. Dans son témoignage écrit dans le livre Les grandes traductions, il a cité Hassan Bacha, qui a mis tous les moyens, humains et matériels, pour l'édification du bâti de la mosquée. Et ce, en faisant appel à une élite d'artisans, d'architectes, d'ingénieurs, de décorateurs et autres. إلى التجمع إلى هذا المكان والمساهمة في بناء هذا المسجد. Ayant subi plusieurs rénovations par de nombreuses opérations, la mosquée Ketchawa a acquis ses lettres de noblesse jusqu'à sa dernière restauration en 2018. La mosquée Ketchawa a été construite en 1612 à l'époque ottomane. Et puis, il y a eu des travaux de modification, travaux d'élargissement dans différentes époques. Et après, à l'époque française, comme vous savez, la mosquée a été transformée en une cathédrale. D'abord un dépôt, une zone militaire, un espace militaire, et puis transformée en une cathédrale. Et avec l'indépendance de l'Algérie, et la cathédrale a transformé, la mosquée a retrouvé sa fonction, première fonction. Faisant objet de travaux de recherche d'éminents universitaires, historiens et spécialistes du patrimoine du vieil Alger, Ketchawa est une référence cultuelle et culturelle du patrimoine archéologique. Un très beau lieu donc de culte qui est resté encore une fois debout et grâce aussi à toutes ces personnes qui ont donc travaillé pour la restauration et la rénovation. En tout cas, un très beau reportage signé Sophia Chouban. On va parler santé actuellement. Je vous l'ai annoncé en tout début d'émission. Nous allons célébrer comme chaque année la journée mondiale donc, de la santé. C'est célébré chaque année le 7 avril. C'est donc demain. Et bien sûr, avant cela, nous avons donc pour en parler notre invité, Monsieur Abdelhamid Derriet. Bonjour. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Merci beaucoup. Vous êtes chercheur à l'Institut Pasteur d'Alger, vous êtes spécialisé dans la santé alimentaire. Vous êtes venu nous parler de cette journée un peu spéciale cette année qui va toucher pas à une pathologie mais plutôt à notre environnement.
Exactement. Donc, tout d'abord, bonjour, Salam Dankom. Cette année, comme chaque année, c'est la célébration de la Journée mondiale de la santé. C'est le 7 mars, c'est le 7 avril. Voilà, c'est le 7 avril. Cette année, ça coïncide avec la 74e anniversaire de l'OMS, de l'Organisation mondiale de la santé. Donc, en Algérie aussi, cette année, on va célébrer ça demain, Inch'Allah. Donc, sous le slogan national, notre bien-être, notre santé dans un environnement sain. Donc, la thématique cette année, donc, c'est l'impact et le rôle de l'environnement dans la santé humaine ou bien dans la santé publique. Donc, il y aura au niveau central une conférence dans cette thématique, donc en présence des cadres, des scientifiques et des experts nationaux. Donc ça va parler bien sûr de cette thématique, organisée effectivement par le ministère de la Santé. Et au niveau local aussi, donc il y a eu des instructions par le ministre pour mettre des dispositions pour célébrer cette journée, déjà en participant à la conférence nationale par visioconférence, et aussi pour développer des programmes de sensibilisation avec les acteurs publics et privés. Alors, toute une année sera consacrée à cette thématique, donc autour de l'environnement. Donc, il va y avoir des rencontres de vulgarisation, aussi des journées de sensibilisation autour de notre environnement. C'est vrai que nous avons pris des mauvaises habitudes avec aujourd'hui plus de pollution. Oui, donc justement, peut-être la question qui se pose, donc c'est quoi le rôle de l'environnement dans la santé humaine, et pourquoi cette année, pourquoi cette thématique, pourquoi ce slogan. Donc il faut dire que chaque année, à peu près selon les statistiques de l'OMS, on a 13 millions de cas de décès à cause des maladies liées à l'environnement. Déjà, c'est quoi l'environnement? Donc, l'environnement, c'est tout ce qui nous entoure, c'est tous les éléments qui nous entourent et qui ont un impact sur l'individu et sur l'être humain. Ces éléments, principalement, sont les aliments, les eaux, les animaux, l'atmosphère. Donc ça, c'est les principaux éléments. Donc si on parle par exemple des aliments, donc il faut savoir que juste pour les toxines-infections alimentaires, chaque année, il y a 600 millions de cas de maladies liées à des TIAC, à des toxines-infections alimentaires, avec 420 000 cas de mort, de décès. Si on parle des eaux, par exemple, chaque année, on enregistre à peu près 830 000 cas de décès à cause des maladies diarrhéiques transmises principalement par les eaux. Si on parle de l'air, par exemple, chaque année, 4 millions de décès sont enregistrés à cause des maladies causées par la pollution atmosphérique de l'air. Donc on estime aussi que 90% de la population mondiale respire de l'air pollué. Si on parle aussi des animaux, on peut dire que par exemple 2/3 des maladies transmissibles connues actuellement sont transmises par des aliments. Donc tous ces chiffres, toutes ces données, donc ont fait que l'OMS a choisi cette année cette thématique pour sensibiliser, pour attirer l'attention des communautés sur le rôle de l'environnement dans la santé humaine. Bien sûr, et c'est toute une enquête qui a été donc mise au point pour avoir ces chiffres, ces données. Bien sûr. Et c'est important pour pouvoir un petit peu changer la donne, changer les choses, changer notre comportement aussi vis-à-vis de ces intrants aussi, donc de pollution par exemple. Oui, d'ailleurs, exactement. D'ailleurs, ces dernières années, il y a un concept qui est apparu, c'est le One Health. En français, c'est une seule santé. Ça veut dire que la santé humaine, la santé des animaux, la santé des écosystèmes, si on peut dire, sont interdépendants. Autrement dit, on ne peut pas améliorer la santé humaine sans prendre en considération, sans adopter une approche transversale qui touche
et la santé humaine et la santé des écosystèmes et des animaux pour qu'on puisse avoir un résultat sur la santé humaine. Comment faire pour essayer de rétablir tout cela? Parce qu'aujourd'hui, notre planète souffre. On sait qu'il y a des choses qu'on ne peut pas corriger, peut-être. Il faut vraiment un effort consenti par tous pour ce qui est donc, de la pollution. Nous avons plus de voitures, plus donc, de pollution, donc, de gaz aussi, de mauvais gaz qui sont dans l'atmosphère. Nous avons aussi, par exemple, l'agriculture. Dans l'agriculture, nous avons ces pesticides qui peuvent aussi être dangereux pour la santé et la santé publique aussi, la santé. C'est un véritable problème de santé publique. Exactement. Maintenant, on a vu le rôle que joue l'environnement dans la santé. Maintenant, vous évoquez un volet très important, c'est les enjeux maintenant. Oui, les enjeux. Les enjeux, comme vous avez parlé, d'abord de la pollution. Donc la pollution, on peut dire que c'est la cause numéro un des problèmes. Voilà, des problèmes. Donc il y a plusieurs types de pollution. Donc la pollution biologique, tout ce qui est virus, bactéries, parasites, etc. Et aussi la contamination chimiques et toxiques. Donc, il y a de plus en plus de contaminants qui circulent dans les différents écosystèmes, dans les eaux, les aliments, l'air, etc. Et tout ça, donc, ça a une répercussion parce que d'une manière ou d'une autre, donc ça va aboutir dans l'assiette, voilà, ou bien dans les eaux que nous consommons, et ça va faire beaucoup de problèmes de santé. Donc, actuellement, il y a beaucoup de maladies qu'on connaît maintenant qui sont liées à l'alimentation ou bien à la pollution, donc les cancers, la stérilité, les maladies cardiovasculaires, donc tout ça c'est dû à la pollution. Et donc, bien comme sûr, vous avez dit, on sait aussi que dans le monde c'est la course vers le nucléaire, donc le nucléaire aussi c'est la revers de la médaille. Oui, comme vous avez dit, le nucléaire c'est quelque chose aussi très grave, donc qui dure très longtemps, donc ça une catastrophe. On l'a vu, les essais nucléaires à Argan, chez nous en Algérie, sont encore présents. La contamination est très dangereuse et très grave. Ça s'est étendu avec les particules de sable. On l'a vu aussi, bien sûr, en URSS, on l'a vu un petit peu partout. Aujourd'hui, encore au Japon. Oui, exactement. Fukushima. Si on parle de pollution, peut-être le nucléaire, c'est le plus catastrophique. Le plus dangereux. Voilà, parce que les particules restent dans l'environnement, dans les écosystèmes pendant des milliers et des milliers d'années, et ça cause des problèmes terribles, des malformations, des cancers. Donc les répercussions, on les voit donc, génération après génération. Exactement. Donc voilà. L'autre enjeu aussi, c'est les changements climatiques aussi. Actuellement, ça parle beaucoup de changements climatiques. Donc on a vu les accords de Paris, les différentes COP, bien sûr, l'engagement des pays, surtout les grands pollueurs. Donc c'était des engagements, mais jusqu'à présent, il n'y a pas encore des faits. Il n'y a pas d'effet, ça veut dire en matière de réduction des gaz à effet de serre. On peut voir à cause de ça beaucoup de phénomènes météorologiques extrêmes, des inondations, des vagues de chaleur, le stress hydrique, la déforestation, la dégradation des terres et tout ça. Donc sans oublier les glissements de terrain, sans oublier, j'allais dire, les répercussions sociales et politiques, déplacement des populations, sans oublier aussi un point très important que l'OMS aussi a souligné, c'est la santé mentale aussi dans tout ça. Donc tout ça fait que il y a des enjeux que le monde qui demandent beaucoup de volonté politique, beaucoup d'engagement pour mettre la santé humaine en priorité par rapport aux gains économiques. Exactement. Mais là, on l'a constaté à nos dépens, bien sûr, avec cette pandémie mondiale qui a freiné, qui a secoué le monde entier et qui a aussi déréglé toute l'économie mondiale. Exactement.
le Covid, sans oublier la santé en premier lieu, oui, qui a exactement. été très durement touchée. Vous avez évoqué le Covid, je pense que c'est un très bon exemple sur le concept One Health. C'est ça. Ça veut dire, et aussi sur l'importance de la santé, de prendre en considération la santé humaine dans tout ça, parce qu'un problème comme ça fait donc arrêter pratiquement toute l'économie mondiale ou au moins ralentir. Donc j'ai dit que c'est un bon exemple sur le concept One Health, ça veut dire sur le rôle de l'environnement dans la santé. Donc ça a commencé par des animaux, ensuite ça s'est propagé dans l'humain. Et aussi, il y a un autre point très important, c'est que on voit que dans le monde, il n'y a pas une égalité. Il y a des pays où le niveau de vie est élevé et il y a d'autres pays que le niveau de vie est très faible et les conditions sont très défavorables, je dirais. Donc le Covid a montré que pour une bonne santé, donc il faut prendre des mesures qui touchent toute la population mondiale. Parce que s'il y a une épidémie dans un pays pauvre, ça va toucher par la suite les pays riches. Et on l'a vu, on l'avait constaté à l'arrivée des vaccins, les premiers étaient servis, les premiers pays. Oui, mais ça ne sert à rien si des foyers, s'il n'y a pas un traitement massif de toute la population, on ne peut pas avoir des résultats. Donc on ne peut pas privilégier certains pays par rapport aux autres. Tout à fait. Alors vous avez parlé donc des défis, on va parler donc des solutions aujourd'hui. Que doit-on faire? Doit-on faire plus de communication autour donc de cette santé et de notre environnement? Plus sensibiliser donc les grandes entreprises au niveau donc national par exemple et chacun au niveau mondial. L'OMS a un rôle aussi à jouer dans ce sens-là. Oui, excusez-moi seulement, puis de terminer avant d'arriver aux solutions. Donc il y a un autre défi, un autre enjeu très important qui a été discuté donc dans cette thématique par l'OMS. Donc on a parlé de changement climatique, de pollution. Il y a un troisième enjeu très important, c'est les aliments transformés. Oui, donc les aliments transformés aussi, c'est un grand problème ça pose un grand problème de santé publique. Donc ça fait beaucoup de maladies, donc cardiovasculaires, cancer et tout. Donc ces aliments transformés, quand on dit aliments transformés, on peut parler de soda, de conserve, de pâté, tout ça. Donc en plus des conséquences sur la santé humaine, sur le régime alimentaire, sur l'obésité, cancer, maladies cardiovasculaires, etc. Donc en plus, cette industrie est aussi responsable de 1/3 des émissions mondiales des gaz à effet de serre. Voilà. Donc c'était pour terminer avec les enjeux, donc avant d'arriver aux solutions. Donc les solutions, bien sûr, si on parle de problèmes, c'est pour arriver à trouver des solutions. Donc on peut les regrouper, ces solutions, donc déjà à l'échelle des gouvernements, à l'échelle des entreprises et peut-être aussi à l'échelle individuelle. Mais je pense que si on parle de pollution, d'écosystème et tout, moi je pense que le plus grand rôle à jouer, c'est pour les gouvernements. C'est mettre en place des législations, des textes donc, pour lutter contre la pollution, pour préserver l'environnement. Donc, aller vers le recyclage, aller vers la sensibilisation au tri des déchets, cette énergie donc, aussi qui est exactement. Donc, par exemple, taxer les pollueurs, donc obliger les industriels à traiter leurs déchets avant le rejet, donc traiter le rejet, que ce soit dans les eaux ou bien dans l'atmosphère. Par exemple aussi, donc encourager le changement ou bien le passage vers l'énergie propre. Vers l'énergie propre, donc taxer aussi les aliments ultra transformés, donc construire des villes vertes, des villes sans tabac, appliquer les standards
standards internationaux, les recommandations de l'OMS en matière d'environnement, de la pollution de l'air, tout ça. Voilà. C'est tout un travail qui va devoir être fait toute une année pour sensibiliser. C'est vrai que depuis longtemps, on essaye de sensibiliser autour de ces énergies propres, par exemple le photovoltaïque pour notre pays, par exemple. Et l'application reste encore un petit peu timide partout dans le monde, hein, d'ailleurs, hein, pour ce qui est donc des énergies propres. Effectivement, bon, je ne suis pas un spécialiste, mais je pense qu'avec le temps, plus il y a un développement plus il y a du développement dans ces domaines, plus ça devient moins cher, plus ça devient plus faisable. Par exemple, si on prend maintenant, c'est beaucoup, donc les plaques, ça coûte beaucoup moins cher par rapport à avant, et le rendement s'est amélioré. Donc on espère qu'un jour, on arrivera à... On sera équipé un petit peu partout. Un peu partout, ouais. Voilà. Mais c'est un peu difficile. Déjà, on peut savoir que déjà j'ai parlé des accords de Paris, déjà les pays les plus pollueurs, donc déjà rien que pour... Payeurs, hein. Voilà, ils se sont engagés pour réduire les émissions, mais déjà ils ont donné... Donc ils ont donné donc une échéance déjà vers 2030 jusqu'à 2050, juste pour stabiliser les émissions, pas pour diminuer. Ça veut dire pour que la courbe ne soit plus ascendante, pour qu'elle soit stable avant déjà. Il faut attendre jusqu'à là. Donc et maintenant on est trop dépendant aux énergies fossiles, mais bien sûr maintenant on est conscient qu'il faut changer tout ça. J'ai parlé des dégâts, des problèmes des changements climatiques, mais si on continue comme ça, les experts prévoient des scénarios beaucoup plus catastrophiques. Donc c'est des villes, c'est des pays qui vont disparaître. Exactement, malheureusement. Voilà, et maintenant ça a des répercussions sur la santé humaine. Donc, En tout cas, j'espère qu'on trouvera toutes ces solutions au fur et à mesure. En tout cas, tout au long de l'année, on reparlera bien sûr de cette thématique très importante. Faire attention à notre environnement, faire attention à notre santé et bien sûr en parallèle, bien entendu, avec notre santé, la santé de notre planète. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous pour revenir sur cette journée mondiale. Ça sera célébré partout sur le territoire national, en marge bien sûr de la célébration mondiale. La journée de la santé, c'est très important de pouvoir s'y arrêter. Merci. Je rappelle, Monsieur Abdelhamid Deriet, vous êtes chercheur à l'Institut Pasteur d'Alger dans la spécialité santé alimentaire. Bon courage à vous. Merci beaucoup. Et bonne célébration. Merci beaucoup. Voilà. On continue notre émission. Je vous invite tout de suite à suivre ce portrait signé Samira Hadjarmar. Elle s'est intéressée à un artisan, designer, maquettiste, Mohamed Amin Saidi. Allure et caractère d'artiste jusqu'au bout des doigts et son talent atypique se mêlent à sa passion pour l'art de la miniature automobile. Sidi Mohamed Amin Saidi est designer maquettiste, mordu de voitures depuis toujours. Je suis d'une famille qui est passionnée de voitures, mais de mécanique, pas de design. C'est moi le premier qui est intéressé par le design des voitures. C'est pour ça, depuis mon enfance, j'ai été fasciné par la forme des voitures, des camions. De la mécanique, oui, mais au départ, lorsqu'il était très jeune, c'était d'abord le dessin. Mon début, c'était de dessiner. C'est pas de faire des maquettes. Après, j'ai essayé de faire des maquettes en carton. Et après, quand j'ai grandi, j'ai décidé d'évoluer un petit peu. J'utilise du métal, c'est plus réel. Au millimètre près, à l'échelle réduite. Rien n'est laissé au hasard pour cet artiste. Il maîtrise. Je la dessine et je calcule les mesures et je choisis l'échelle. À quelle échelle? Il y a des voitures que je vois que ça va être belle dans une échelle grande. Et il y a d'autres voitures et des camions que je préfère que ça soit plus petit. Le modèle, c'est un Land Rover. C'est la série 1. C'est un modèle échelle réduite. Unique parce qu'il a choisi de ne pas utiliser de machines pour préserver le côté artistique de ses œuvres. Mon choix, je ne نخدمش بلي machines électriques ولا حاجه sophistiquée, نخدم كل شيء à la main. C'est pour ça يديو لي وقت أكثر. Parce que c'est très difficile, ça prend du temps pour faire
une forme, soi-disant pour faire cette forme, ça va te prendre 2 heures. La persévérance paye, Sidi Mohamed en est convaincu et il est très fier de nous raconter comment l'une de ses œuvres est exposée dans un musée à l'étranger. Un ami, un artiste, Sadaq Rahim, il m'a contacté pour faire une maquette du Sonacom M210, le vainqueur de Paris-Dakar de 1980. أنا خدمت له un échelle réduit, un deuxième, pour exposer à Orléans le FRAC, Val-de-Loire, وراه في هذا الوقت راه exposé في le musée. Voilà le portrait d'un artiste atypique qui a choisi de se laisser guider par son talent pour vivre sa passion à fond. De très belles donc, réalisations, en tout cas un artiste à mettre en valeur absolument puisqu'il valorise en tout cas son travail. Eh bien on va parler donc de ce savoir-faire de nos artisans et donc de plusieurs expositions qui vont avoir lieu tout au long de ce mois donc, de Ramadan. En particulier cette exposition qui aura lieu donc, du 7 au 30 avril. Eh bien pour nous en parler nous avons nos artisans et l'organisateur. On va commencer par l'artisane, les dames. Alors Madame Amel Salah Indalousi, bonjour. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Merci de cette invitation. Merci à vous. Merci. Vous êtes donc artisane. Vous allez nous parler donc de votre savoir-faire. Et vous êtes venu avec l'organisateur, Monsieur Shakib Sanhaji. Bonjour. Bonjour Madame. Sahar Mdankom. Merci. Alors vous êtes là pour nous parler de cette exposition qui va regrouper plusieurs artisans algériens. Effectivement. Donc, alors l'idée est parvenue. En fait, moi je suis vendeur de matériel d'artiste, on va dire, tout ce qui est peinture, toile, tout ce qui va avec. Par la suite, j'ai découvert un endroit féerique. Il se trouve à Bouzréha, il s'agit de Qsallala. Donc Qsallala, c'est un palais qui date du colonialisme. La fin des années 1890, c'était à l'époque une galerie d'art. Une galerie d'art, les Français, les plus grands peintres français venaient là-bas. Ils exposaient leurs œuvres et à la fin, en fait, ils remettaient les dons à des sœurs. Par la suite, donc, il y avait même un de nos plus grands artistes, Mohamed Rassim, qui a exposé ses œuvres aussi là-bas. Les premiers de ses œuvres, ils étaient là-bas. Et ensuite, ça a été repris par, après l'indépendance, par les Algériens. Les artistes algériens. Voilà. Vous avez voulu justement valoriser le lieu, voilà, le mettre à l'honneur et voilà, surtout... effectivement. Donc l'idée m'est parvenue justement pour valoriser, rester toujours dans le domaine de l'art et de la culture, et valoriser en fait l'endroit et le mettre en harmonie avec le savoir-faire de nos artisans. Donc il faut savoir l'Algérie est un pays immense, donc la culture elle est très diverse, et les artisans aujourd'hui donc on découvre beaucoup de choses. Ils excellent en ce moment, exactement, à travers donc, différentes palettes. Donc, le Covid a permis aussi de découvrir un savoir-faire dans ce domaine-là. Oui. Alors vous avez donc plusieurs exposants au sein donc, de cette rencontre, jusqu'au 30 avril. Il va y avoir une exposition donc, comment on dit, constante. Une exposition constante. Donc on a essayé un petit peu de diversifier des exposants. Voir un petit peu des artistes peintres, des bijoutiers, des créateurs de peinture sur verre, des artisans comme Amel en termes de dessus, tout ce qui va avec, pour essayer un petit peu d'avoir une variété, une panoplie de savoir-faire typiquement algérien de nos artisans. Alors, Madame donc Endel aussi, vous êtes donc artisane, donc vous m'avez dit tout à l'heure, donc une autodidacte dans le domaine de la broderie, c'est cela? Ben oui, tout à fait. Je suis arrivée à la broderie et puis j'étais de formation, je suis licenciée en anglais, donc j'avais travaillé dans ce domaine-là et ma fille, parce que c'est une association duo-filles, m'a poussée à faire ces petites choses-là. Donc j'ai essayé de mettre au goût du jour toute cette broderie. Bon, je ne connaissais pas, et j'ai appris sur le tas. Et je voulais faire quelque chose de simple, qui puisse être véhiculé plus facilement que des choses très chargées. Et d'ailleurs, donc, il y a toutes les écharpes là que je fais qui vont dans le monde entier. Et ça, c'est vraiment ma fierté. Ma fierté, oui, tout à fait, parce qu'elles vont en Tanzanie, elles vont au Kenya, elles vont à droite et à gauche. Et elles représentent un petit peu
un petit peu de notre patrimoine qui est tellement riche et qui est tellement, vaste, comme le disait monsieur. Alors, vous travaillez sur quoi? Sur le patrimoine, des bijoux, Alors, des bijoux, tout ce qui est... j'ai tout numérisé, tout l'alphabet Tifinagh, berbère. Donc, et j'ai introduit tous ces symboles, etc., sur des choses qu'on peut utiliser tous les jours, des écharpes, des petits... On va peut-être montrer la noire, peut-être. On verra mieux sur la noire. Voilà. Donc, c'est de double face. Donc, les personnes peuvent les porter aussi bien en châle qu'en hijab, etc., etc. Ouais. Et c'est donc brodé machine, c'est vrai. Ouais. Ça coûte beaucoup moins cher que du broderie main. À la main. Bon, c'est vrai que la broderie main est super belle et très précieuse et c'est un art qui est en train de se perdre doucement. Oui. Mais toujours est-il que... C'est un autre exercice. C'est un autre exercice tout à fait différent. Et puis, beaucoup moins coûteux et plus abordable pour toutes les personnes. Pour toutes les bourses. Voilà. Alors, vous allez participer à cette exposition. C'est pas une première pour vous, j'imagine. Non. Puisque vous avez l'habitude d'exposer. Oui. Mais là, c'est différent peut-être avec d'autres artisanes. Alors, d'autres artisans, le lieu qui est féerique, qui m'a vraiment attiré. Une personne que je connaissais, qui a ce côté allié tout ce qui est matériel d'art avec tout ce que nous on fait, ça change. Il y aura peut-être des ateliers aussi, parce qu'on parlait d'ateliers d'enfants, peut-être qui vont faire des concours d'enfants. Donc c'est quelque chose qui est différent. Puis en plus, Ramadan, ça va être sympathique. Voilà, et vous allez bien sûr animer vos journées et vos soirées surtout. Tout à fait. Alors, pour ce qui est donc de l'ambiance qui va y régner, donc il y a combien d'artisans, tout est pour tout? Alors, on va aller par quinzaine. D'accord. Par quinzaine, chaque week-end. Il y aura une quinzaine d'artisans, un relais, pour essayer donner la chance à tout le monde de mettre en valeur leur savoir-faire. Et en parallèle, donc, ils vont avoir des qa'adat. Donc, alors, on l'a appelé l'événement, c'est Elf Leila wa Lella. Donc ça, c'est le nom de l'événement. Par la suite, on a un petit peu partagé. Donc, il y a Fel Lella qui est dédié à l'exposition. Il y a Qa'adat Lella. Donc, Qa'adat Lella, c'est dédié en fait à tout ce qui est le qa'ada, donc comme on dit, prise de thé, café, une petite rencontre sympathique entre tout le monde. D'accord. Voilà. Et bien entendu, les artisanes et les artisans seront donc nombreux, ils vont se relayer, comme vous l'avez dit. Exactement. Il va y avoir un peu de tout. Voilà. Comme vous l'avez dit. Voilà, il va y avoir un peu de tout, divers artisans dans différents domaines. On va essayer aussi, on va initier même les enfants. J'ai ma petite fille que je la salue, donc elle fait du crochet par exemple. Elle a fait des petites merveilles comme ça, des petites poupées avec le crochet. Donc elle s'amuse, je dis bon, allez, venez, on va s'amuser un petit peu. Et vous avez aussi le qa'ada, donc il y aura des ateliers aussi. Donc des ateliers pour enfants, ateliers de peinture. Initier les enfants à la peinture, c'est très important parce que ça permet... des vocations, ça va créer peut-être des vocations. Ça crée des vocations, ça détend aussi. Et ça permet de créer une ambiance conviviale au niveau de l'exposition aussi. Alors, des familles sont déjà présentes. Le rendez-vous, ça sera donc à partir de demain. Voilà. Et les familles, en tout cas, seront nombreuses à venir visiter vos stands et ces expositions, ce différent savoir-faire donc, de nos artisans et artisanes. Et puis, bien entendu, vous serez là pour les guider et les orienter. Alors, les horaires surtout, on va parler des horaires. Ça sera de quelle heure à quelle heure? Les horaires, ça va être pendant les soirées de Ramadan, à partir de 20h30 jusqu'à, on va dire, la nuit très tard, 1h du matin. Jusqu'à 1h du matin. Donc, ça donnera le temps de tout le monde de venir. L'accès est simple, même si au niveau de Bouzeréa, mais vous savez, il y a toujours des accès à partir d'en bas, par exemple, du côté de Boufrézé. Ça permet aussi de découvrir un petit peu l'ancienne Bouzeréa. Très bien. Très bien. Voilà. Donc le lieu est connu. Là. On aura l'occasion de voir un petit peu toutes ces belles choses qui ont été réalisées par nos artisans et artisanes. Et puis bien entendu, vous y serez avec votre savoir-faire et plus de produits, puisque là vous en avez ramené que quelques. Non. Vous verrez, il y a des pièces uniques comme mon manteau très joli. Qui a été monté par moi, et puis je glane beaucoup de choses de Mhambel. Enfin, j'essaie d'utiliser tous les matériels, tous les tissus qu'on a à notre disposition
en Algérie et qui sont nombreux de Tissensirte. Enfin, il y a plein de, Et il y a vous plein de choses. voyagez, je suppose, pour vous Beaucoup dans le inspirer un sud, petit dans peu. le sud, oui, oui. J'ai fait toute une collection d'ailleurs de tissus. Vous savez, les dames qui se voilent, les Sahraouiyettes ados qui se voilent. Donc je les ai modernisées. Et puis bon, ça a été toute une collection qui a été donc l'été dernier, avant le Covid d'ailleurs, qui a très bien marché. Et puis bon, c'est plaisant et puis c'est très coloré. On a des couleurs extraordinaires. Donc j'utilise ce que je peux trouver. Moi j'adore glaner à la Casbah, en Kabylie, enfin à l'ouest, à l'est, on a un pays tellement vaste tellement riche, et en tellement matière, riche en matière. de voilà. couleurs et en matière. Donc, Et essayer d'organiser les choses tout à fait différentes. Bon, broderie, je fais de la peinture. Enfin, je suis une autodidacte dans beaucoup de domaines et je m'amuse. Très bien. Alors j'imagine qu'il y a beaucoup d'artisans et artisanes, tout comme notre artisane ici présente, Madame Endel aussi, qui vont aussi nous raconter de belles histoires à travers leurs nombreux voyages et nombreuses expositions. Merci à vous donc, pour ce passage. On vous souhaite bonne chance, Hamdan Kom, avec cette belle exposition. Et puis je souhaite la bienvenue à tout le monde. Donc venez nombreux et venez découvrir en fait nos artisans. Très bien. Madame Endel aussi, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ben, Sahaf Torkom. Et puis j'espère que vous viendrez nombreux à cette super exposition qui est un petit peu différente des autres dans le sens où il y aura des ateliers, etc. Et puis bon, c'est nocturne, donc ça peut être féerique. Le lieu est féerique, donc l'accès est facile, même si on dit Bouzarea, comme tout le monde a peur, mais non. Moi j'habite aussi Bouzarea, donc c'est facile d'accès. Donc mahba bikoum. Et merci beaucoup de nous avoir reçus aujourd'hui. Merci à vous en tout cas pour votre présence et bonne chance et bon courage. Merci. Voilà. Merci. On continue, je vous invite tout de suite à apprécier cette belle voix, donc à travers l'association Ces Belles Voix, à travers l'association Le Djenadia. On se retrouve juste après.
Voilà, c'était la belle interprétation et la belle voix de Iman Sahir Nselmou Aliha, elle qui était donc là dans l'association Al Jinadia. Aujourd'hui, elle fait une carrière solo. Elle est à l'étranger, en France d'ailleurs. Elle était au Centre culturel algérien donc de Paris. On aura l'occasion de vous donner quelques dates en tout cas. Nselmou Aliha, et puis j'espère qu'elle sera bientôt parmi nous sur nos plateaux. Eh bien, on reçoit à présent Lilia et Himed, comme chaque mercredi matin, ils sont parmi nous. Bonjour Lilia. Bonjour Amel, très pour bon réveil à tous. culturelle. C'est le mec toute belle en rouge. Ah bah merci. Et Himed qui est avec nous, il est tout musclé. Assorti avec Amal. Exactement. Alors, solidaire avec moi, oui, bien sûr. Je retrouve ce bonjour. Tout musclé avec non, c'est Ramadan, c'est sport. Voilà. Alors, le Ramadan se passe bien? Oui, alhamdoulilah, pour l'instant, pas doucement le matin, très doucement le soir. Oui, très doucement le soir. Tout à fait. J'ai du mal à démarrer. Franchement, j'ai du mal à démarrer. C'est dur quand même? Ouais, je suis. Franchement, c'est pas grave. Mais il a la pêche quand même, on dirait pas. Il a la pêche de bon matin. Je fais, il n'est pas encore 11h. Car 11h. Donc voilà. On verra. Je garde un peu d'énergie. Très bien. On va commencer par Lilia alors. Ouais, on laisse Lilia commencer, bien entendu, pour l'agenda culturel. Elle va nous donner le rendez-vous, surtout pour ceux qui aiment sortir. Tout à fait. Il y en a qui aiment sortir, il y en a qui sont un peu pantouflards. Oui. En plus, avec cette météo, on n'a pas très envie de sortir, mais je pense que ça va s'arranger. D'après Amel Laribi, donc il fera un petit meilleur. Ça va être plus agréable, les températures vont un petit peu augmenter. Je pense que ça va plus nous motiver à sortir, surtout le soir. Voilà, vu que les soirées ramadanesques s'annoncent très très intéressantes, et nous allons bien évidemment commencer par Ramadan Fil Qasr, donc un événement Ramadan au Palais, qui est une expo-vente de nombreux produits locaux pour mettre en avant justement le savoir-faire de nos artisans. Et une exposition qui met en avant des produits artisanaux, mais aussi de la gastronomie algérienne, qui sera donc un bel espace à découvrir tout au long de ce mois d'avril et jusqu'au 30 avril, donc un bel événement à ne pas rater au niveau de la SAFEX, bien évidemment, des pains maritimes. Le Palais de la Culture Moufdi Zakaria accueille également une belle exposition à l'occasion de Ramadan el-Karim à partir du 7 avril, tout au long du mois. Des produits made in Algeria faits par nos artisans également, donc seront exposés poterie, céramique, bijoux, objets décoratifs. Une belle exposition à découvrir le temps d'une soirée ramadanesque, pourquoi pas, et ça va durer tout au long du mois de Ramadan. Quatrième art à présent, le théâtre est aussi d'actualité au Théâtre national algérien Mahidine Bachtarzi. Plusieurs pièces seront présentées au public chaque soir à partir de 21h30. Et donc le programme d'aujourd'hui, jeudi, vendredi et samedi, c'est la même pièce qui sera présentée. Elle est réalisée par Ahmed Chergui, elle est intitulée Basta, donc c'est une production du Théâtre national algérien Mahidine Bachtarzi. Sinon, le lundi 11 avril, donc ça sera la semaine prochaine, c'est la pièce intitulée Medhaf el-Majanin de l'association théâtrale de la ville de Qléa, donc qui sera à l'honneur au Théâtre national algérien Mahidine Bachtarzi. Et le mardi 12 avril, c'est un monodrame donc qui est intitulé Kemmisha, donc de la coopérative culturelle de la ville de Sétif. Donc voilà, plusieurs régions vont justement se produire au Théâtre national algérien Mahidine Bachtarzi tout au long du mois sacré de Ramadan, et nous serons là bien évidemment pour vous communiquer tout le programme. L'Opéra d'Alger cette fois-ci, qui lui aussi accueille de beaux événements, de belles soirées sont prévues tout au long du mois sacré de Ramadan. 17 soirées je crois, si j'ai bien retenu le chiffre, mais bon, nous allons bien préciser tout ça au fil des rubriques. Sinon, donc 17, voilà, j'avais noté le chiffre, 17 c'est ça. Donc à partir de 21h30, pareil, les soirées sont prévues, et donc deux à vous annoncer aujourd'hui. La première le mardi 12 avril, le vendredi 8 avril, pardon. Ça sera donc une soirée de musique andalouse avec Karim Bourazi et Mriem Ben Allel, donc une belle soirée accompagnée par l'orchestre symphonique de Tlemcen sous la houlette de Adil Belkhouja. Donc une belle soirée est prévue. Magnifique. Moi j'aime beaucoup. Je pensais que vous m'aviez dit non, c'est pas. Non, Mriem Ben Allel, vous m'avez déstabilisé 2 secondes. On adore. Elle est partie loin, Amal. J'aime beaucoup la voix de Mriem Ben Allel. Pourquoi pas? J'espère qu'on pourra la recevoir sur notre plateau, parce qu'il y a le passage sur Alger. Donc c'est le mardi 12 avril, pardon. Et le vendredi 8 avril, ça sera Mustafa Himoun et Kemal Bouakès pour bien sûr une soirée où l'humour sera au rendez-vous. Donc de belles soirées au niveau de l'Opéra d'Alger. Bien évidemment, tout au long de la semaine prochaine, nous allons communiquer les autres soirées prévues après c'est la date du 12.
Du côté musique aussi au Palais de la Culture, cette fois-ci on y revient. Tout à l'heure on avait parlé d'exposition, cette fois-ci on parle de musique. Le 7 avril, donc les soirées sont prévues à partir de 22h. Le 7 avril, ça sera le Medih, donc une soirée dédiée au Medih Dini. Le 8 avril à 22h, une pièce théâtrale de la coopérative de Pour Saïd, donc réalisée par Mahfoud Fellous, intitulée Chipa Bank. Et enfin, une autre soirée, le 9 avril, toujours à 22h, Chabi. Musique Chabi pour les amateurs de ce genre de musique, et ça sera l'artiste Nasser Merzouk. Donc voilà pour les soirées artistiques, opéra, Palais de la Culture et aussi Théâtre National Mahdi Bachtazi. Et enfin nous allons finir par cinéma, pourquoi pas quelques projections, pourquoi pas, surtout que les enfants sont en vacances en ce moment. Donc toujours à la salle Ibn Zaydoun. Donc il y a à 15h30 aujourd'hui le film Ambulance, à 15h45 Sonic 2 à la salle Alpha Cosmos, et Cosmos aussi, et aussi Encanto à partir J'aime bien, elle me de regarde. 16h. Film d'animation, cinéma, elle me regarde. C'est ça, mais non. Voilà, donc 3 projections à ne pas rater mercredi, jeudi et vendredi. Alors voilà, juste pour rebondir sur ce que dit Lilia, vu que c'est ma rubrique les internets justement, et donc il y a, pardon, pour le programme tout ce qui est projection cinéma, il y a une page projection cinéma Algérie. Donc si vous avez besoin de confirmer des détails, des informations, les horaires, les salles, il y a la page programme cinéma Algérie. Et par rapport à la page, les réseaux sociaux de l'opéra Boualem Bessaïh, l'opéra d'Alger Boualem Bessaïh, ils sont aussi très actifs. Tout à fait. S'il y a des changements de programme ou là, des changements de date ou là, il y a tous les détails sur Internet. C'est cool. Moi, c'est ça. En fait, toutes les institutions aujourd'hui sont très actives à travers les réseaux sociaux. Mais surtout, à l'opéra d'Alger, franchement, ils sont au taquet. Le programme en instantané, quotidiennement. S'il y a des changements, bien évidemment, ils informent les internautes. Et donc, c'est toujours bien d'aller faire un tour sur les pages de ces On donnera aussi la salle Ibn Khaldoun aussi, et ce sera animé ce 7 avril avec un beau spectacle intitulé Roqset l'Acher. Donc ça sera demain, voilà, c'est demain. C'est demain. En tout cas, un beau spectacle à aller voir aussi, absolument. Merci Lilia. C'est moi, Mel. On passe à Rimet. Oui. C'est bon. C'était bien. On reste dans la culture. Rimet, tu devais ajouter une information. Oui. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler de. C'est une sorte de stage bloqué, comme on dit en sport. Mais c'était One Beat Sahara, ça s'est passé dans le sud algérien. Et celui qui est vraiment derrière cette initiative, c'est un musicien qui s'appelle Chakib Bouzidi, qu'on aime beaucoup, qu'on salue, on dit Inch'Allah. Il est atteint d'une maladie très vilaine qu'on connaît tous et qu'on espère à personne. Du coup, il y aura des activités dans le studio Alpha Tango du 15 au 30 avril, et une partie de ces entrées seront reversées pour aider justement Chakib Bouzidi à combattre cette maladie qui est partie, Inch'Allah ça va bien se passer, qui est parti à l'étranger pour commencer ses soins. Voilà, donc je fais aller à la Ga'annas, etc. C'est difficile. Oui, c'est triste, surtout quand on voit que voilà, mais en même temps, pour rééquilibrer un petit peu la balance, on voit qu'il y a un élan de solidarité auprès des gens, des artistes. Voilà. Ça fait plaisir. Et les réseaux sociaux sont pour beaucoup. C'est très utile pour ça. Voilà. Très utile pour ça. Alors justement, vous allez nous parler donc des applications, des plateformes qui peuvent aussi nous intéresser durant Ramadan. Voilà. Alors bon, en général, quand il y a le mois de Ramadan, on se rappelle que parfois on n'est pas très à cheval sur certains détails de la religion, on oublie certains détails. L'Adhan, c'est à quelle heure? On se rappelle du Adhan al-Maghrib fi Ramadan en général. Bon, on va pas en vouloir à qui que ce soit, ni même à nous-mêmes. On essaie à chaque fois de trouver des solutions pour s'en rappeler. C'est pour ça qu'il y a des applications mobiles. Alors, il y en a plein, vraiment, il y en a plein. Je vais vous parler de quelques-unes qui sont les plus utilisées, les plus téléchargées, les plus connues. Il y a en premier, c'est Muslim Pro. C'est l'une des applications les plus utilisées, les plus recommandées d'ailleurs. Alors, c'est parmi les applications les plus complètes. Vous avez déjà, c'est ce que cherchent les gens en général, le calendrier égérien, les horaires des différentes prières. Il y a aussi, justement, selon les villes, parce que si vous précisez que vous êtes à Alger, mais vous voulez savoir comment si vous avez des amis dans d'autres villes, dans d'autres wilayas, dans d'autres pays dans le monde, vous pouvez être vraiment à jour avec ce qui se passe. Il y a bien évidemment le Coran comme dans plusieurs applications, mais là la précision c'est que c'est en 12 langues différentes. Donc aussi si vous êtes exactement de différentes nationalités, de différentes origines et que vous ne comprenez pas vraiment les détails, et même nous parfois en arabe on n'arrive pas à comprendre, donc il y a Tafasir dans différentes langues. La langue qui vous convient le mieux, vous pourrez trouver votre compte dans cette application. Je vais en citer quelques-unes. Il y a Ramadan, tout simplement, ça s'appelle Ramadan. Il y a Salatouk, il y a Adhan Pro, il y a Salat First,
le muslim, mais celle que j'utilise depuis quelques années, et surtout par rapport à la rapidité, surtout pour trouver parfois. Ça arrive très souvent quand on cherche, quand on est dans un petit débat, dans une petite discussion, et on cherche un verset du Coran, il y a Coran Android, tout simplement. Parfois, vous pouvez même taper un mot, et ça vous donne la suggestion des différentes ayats, des différents versets, des différentes sourates qui contiennent ce mot. Donc, parfois, on veut juste vérifier un petit truc rapidement. C'est vrai que on va pas dire que ça va négliger pour ceux qui prennent le Mus'haf et lisent. Non, non, pas du tout. Il faut continuer à le faire. Mais là, pour le côté justement technologie, rapidité, etc., on cherche un verset, on n'est pas sûr de la sourate. Ça nous arrive à tous. Vous tapez, vous écrivez le mot, vous écrivez la phrase parfois, et vous avez les différentes suggestions des différentes sourates, des différentes. Ça, c'est Coran Android. Et aussi, il y a parfois Tafasir. On peut même entendre ce que ça donne avec les différents Qurra, parce qu'il y en a qui préfèrent celui-ci, il y en a qui préfèrent celui-là. Donc, il y a différentes suggestions. C'est toute une technique. Exactement. Quand on y rentre, voilà. Et il y a également Hadith Collection. Parce que oui, la religion, il y a le Coran, il y a les Hadiths. Généralement, tout le monde n'est pas d'accord avec certaines origines, certaines authentifications par rapport à ça. Donc Hadith Collection, comme son nom l'indique, est une collection de tous les hadiths qui, on va dire, les plus authentiques et authentifiés, min Sahih al-Bukhari wa Muslim, avec les explications et les traductions dans plusieurs langues également. Donc voilà, vous y trouverez votre compte, Inch'Allah. Voilà, c'est exactement ça, le logo de cette application, Hadith Collection. Maintenant, je vais passer rapidement à un autre segment, c'est les réseaux sociaux. Alors, bon, je vais commencer avec une petite histoire qui est super intéressante. Avant l'histoire, je rajoute juste un détail, c'est l'application Sawt. Non, c'est une autre. Sawt Nour. Ça aide à lire, à apprendre à lire bil-ahkam. Que ce soit bil-tartil ou bil-tajwid, c'est justement Sawt Nour, parce qu'il y en a qui lisent et qui disent oui, je sais pas lire, etc. Donc là, il y a des applications qui peuvent vous aider et c'est de manière interactive. Donc vous lisez comme c'est indiqué et ça vous répond si c'est juste, si c'est faux. D'accord, ça corrige. C'est interactif et c'est vraiment destiné aux enfants, aux adultes, aux étrangers, aux Algériens. Donc n'hésitez pas à essayer cette application, c'est super intéressant. Donc maintenant je passe aux réseaux sociaux. Il y a des pages sur Facebook, sur Instagram qui parlent de l'islam dans d'autres pays, dans d'autres régions du monde. Nous on voit ce qui se passe ici, mais on n'arrive pas à réaliser ce qui se passe ailleurs. Il y a une page qui me tient à cœur parce que nous aimons bien la culture japonaise, vidéos, etc. Donc il y a une page qui s'appelle Islam in Japan. Voilà, ça c'est une image de Tarawih au Japon. Vous avez l'architecture japonaise, vous voyez vraiment, c'est les maisons traditionnelles japonaises. Et là, vous avez quelques musulmans japonais qui sont en train de faire la prière du Tarawih. C'est super sympa. On connaît en Chine, mais au Japon, un peu moins. Et bien justement, il n'y en a pas beaucoup, mais ce que j'aime bien sur cette page, voilà, sur cette page, ils mettent les lives carrément, des prières, des doros. Ils parlent en japonais. L'imam, il parle en japonais parce que ça s'adresse aux japonais. Donc voilà, c'est super intéressant. Il y en a plein d'autres. Il y a Al-Madrasa, c'est une école qui apporte des explications sur certains principes, qui fait l'arabe pour les francophones, mais également les principes religieux. Il y a un imam de la mosquée de Francfort, qui s'appelle Imtiaz Shahin, qui lui, durant la période du Covid, s'était obligé de faire... pour lui, il est jeune en plus, il n'a que 33 ans, mais il disait qu'il n'imaginait jamais s'adresser à des fidèles sans leur parler directement de vie. C'était malgré le Covid, vidéos. Justement, c'est à ce moment-là qu'il a appris à faire des vidéos sur Instagram. Il avait 1 millier d'abonnés sur sa page et il a commencé à faire ça. Il a continué à le faire. Donc, il y a plusieurs imams, plusieurs prédicateurs, on va dire, qui ont commencé à utiliser cette voie qui est utile. Et on retrouve donc sur YouTube, voilà, plusieurs chaînes. Non, ça c'est pas lui, c'est quelqu'un d'autre. Il s'appelle Abdelmounaim Boussenna, que j'aime beaucoup. On entend comment il parle. Allah subhanahu wa ta'ala pleinement, fermement, il vous ouvrira les portes. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il est dans une fosse, alors que ses ennemis sont à ses trousses, qu'ils sont à quelques mètres de lui, il est dans une fosse avec son compagnon Abu Bakr. Lorsque Abu Bakr, parce que c'est un être humain, perd confiance, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « La tahzan, inna Allaha ma'ana » Ne t'attriste pas, Allah est avec nous. Lorsque Moussa alayhi salam est devant la mer et que derrière il y a Pharaon et son armée, les gens autour de lui commencent petit. Voilà. En tout cas, voilà, j'aime beaucoup. Parce que généralement on a peur de ceux qui crient, ceux qui parlent fort, on n'a pas très envie d'écouter. Mais celui-là, c'est Abdelmounaim Boussenna, j'aime beaucoup. De un,
sa manière posée de parler, et aussi il traite différents sujets. Mais vraiment de tout et de rien, ça parle de, par exemple, pourquoi on met des chaussettes. Je rigole, hein, mais il peut expliquer de la bonne manière. Si on veut écouter, on veut. Si on veut pas, on veut pas. Exactement. Donc il y en a d'autres. Voilà, il y en a plein d'autres. Il y a Din al-Qayyima, il y a Professeur Rachid El-Jay, il y a Nader Abou Anas, il y a Comprendre Din. Ce sont des chaînes utiles, donc voilà, j'espère que ce sera utile. Bravo, hein, Ahmed. Merci beaucoup pour Avec ces plaisir. suggestions et surtout ces propositions que vous nous faites chaque semaine à travers donc, les réseaux sociaux, à travers les nouvelles applications. En tout cas, on vous retrouvera très prochainement, donc mercredi prochain. Alors, je fais un petit teaser, je vais parler de Makla. Donc préparez-vous, celles et ceux qui ne supportent pas, parler de Makla, de nourriture pendant Ramadan. Voilà. Merci beaucoup, Ahmed. Merci, Lilia. À la semaine prochaine. On va continuer à parler donc de solidarité, cette fois-ci, à travers ce reportage. On va aller retrouver nos invités juste après d'ailleurs. Donc suivez avec moi le reportage. C'est donc cet élan de solidarité qui se manifeste spontanément chez tous les Algériens pratiquement et partout dans le monde d'ailleurs. Regardez, cette fois-ci c'est avec volontaires, des aides volontaires. C'est des jeunes qui s'organisent. Regardez, c'est un reportage signé Samia Bouharour. Ahmed, Rafiq, Faris, les premiers à arriver ce matin en attendant les autres membres du groupe Volunteers des aides. Ils sont là pour assurer la préparation du ftour d'environ 150 jeûneurs pendant ce mois sacré du Ramadan. Une initiative qui a vu le jour depuis 2 ans déjà et un groupe qui s'agrandit grâce au dévouement de ces jeunes volontaires. Bon, des aides volontaires, Vous connaissez déjà entre nous. Auparavant, nous étions volontaires dans d'autres associations et après avoir acquis une bonne expérience, nous avons créé des groupes et lancé des appels sur les réseaux sociaux pour la collecte de dons et alhamdoulilah, nous avons atteint notre objectif. Une organisation parfaite, chacun connaît sa tâche. Oussama, membre du groupe, rejoint tous les jours ses amis après ses horaires de travail. La solidarité pour lui est si précieuse. C'est mon ami Anis qui m'a demandé d'adhérer à ce groupe, surtout que mon boulot est juste à côté, donc je viens les aider quotidiennement. Ça m'arrange le fait d'aider les autres. Au-delà de l'iftar, ces jeunes procèdent aussi à plusieurs autres actions dans le cadre de la solidarité en se basant sur les bonnes valeurs de l'islam. On assure ici environ 150 repas et on s'organise pour livrer des repas au niveau des relais routiers pour les passagers et pour éviter surtout les accidents de la route. On s'occupe aussi de livrer des repas aux SDF tous les jours, une demi-heure avant la rupture du jeûne. C'est un devoir pour nous. Ils ne sont qu'une quarantaine de volontaires aujourd'hui. Ce groupe espère encore plus d'actions de bienfaisance, même après le mois sacré du Ramadan. De retour sur le plateau avec cet élan de solidarité, c'est vrai que ça se propage un petit peu partout sur le territoire et même au-delà, puisque tous les musulmans aussi du monde entier font dans cette action de solidarité, surtout envers les démunis. Alors pour nous en parler, nous avons donc 2 jeunes étudiantes. Alors Ikram Rania Aguina, bonjour. Bonjour madame, je vous remercie pour l'invitation. Bienvenue parmi nous, vous êtes membre du groupe des Volunteers, c'est cela. Vous êtes accompagné par votre camarade Cyrine Madoun. Bonjour et bienvenue. Merci, bien merci. Vous aussi, vous êtes donc étudiante, master, 2e année toutes les deux, en journalisme. Exactement. Voilà. Des collègues, futurs collègues, Inch'Allah, peut-être parmi nous. Vous êtes membre de cette action de solidarité, ce groupe de solidarité qui a commencé, vous m'avez dit, il y a 2 ans de cela. Exactement, 2 ans et quelques, presque 3 ans. Voilà. Et vous étiez dans le bénévolat avec cette pandémie. Exactement, oui. On a essayé de faire du bien, voilà, notre manière pendant cette pandémie, à travers les désinfectants, les bavettes, etc. Même pour le Ramadan, on a fait des coups pour 1000 personnes. Alors, on a essayé de faire avec la pandémie. Voilà. C'était dur, mais vous avez fait ça spontanément. Vous avez répondu spontanément à cet appel donc, de solidarité, de générosité. C'est un petit peu cela, le mois du partage, où vous avez voulu justement joindre vos actions aussi à d'autres jeunes.
Exactement. Il faut savoir qu'il y a plein de personnes et de familles nécessiteuses qui ont toujours besoin d'aide et donc on essaye de répondre à l'appel. Voilà, et c'est ce que vous faites. Aujourd'hui, c'est votre premier iftar. En fait, cette année, c'est votre premier iftar. Exactement, parce que l'année dernière, on a essayé de faire un iftar, mais c'était pas possible. On avait besoin d'autorisation et tout, donc on avait beaucoup de complications. Donc on a fait 1000 koufins pour 1000 familles nécessiteuses. Et aujourd'hui, cette année, on a réussi à faire l'iftar et voilà, c'est le 4e jour aujourd'hui, le 5e. Ouais, le 5e aujourd'hui. Donc voilà, on espère que... Pas trop difficile justement de s'organiser, de travailler, de donner chacun sa tâche. Certes, mais on est un groupe très solide, très soudé et très très bien organisé. On a un organisateur extraordinaire, Ahmed, que je salue d'ailleurs. On a vu. Voilà, exactement. Et voilà, on est soudés, la fatigue elle est là, mais dès qu'on voit ces gens sur table, sourire, on oublie tout, sincèrement. C'est vrai. Voilà. Vous êtes donc à cheval pratiquement tout au long. Vous avez commencé bien avant Ramadan, j'imagine, pour ramasser les dons. Exactement, exactement. C'est tout un programme à suivre, un enchaînement et voilà, on a réussi. On a réussi, on peut dire qu'on a réussi parce qu'on a commencé, on compte finir ça et atteindre l'objectif. Voilà, atteindre l'objectif. Vous étiez combien dans le groupe en tout et pour tout au départ? On est, disons, une quarantaine de personnes. Voilà, dans le ça groupe. suffit pour essayer d'avoir chacun sa tâche, récolter des dons, aller faire les courses. Oui, largement, parce que comme mon ami a dit, on est très bien organisé, donc on essaie de départager les tâches. Voilà, donc il y a des personnes pour aller faire le qodian, il y a des personnes pour cuire, il y a des personnes pour laver la vaisselle aussi. Donc on essaie vraiment de s'organiser. Comme elle a dit, il y a un très très bon organisateur, donc on fait avec, voilà, on essaie de s'adapter. Et l'iftar est différent cette année. Chacun va donc devoir se séparer de sa propre petite famille, oui, mais pour la bonne cause. Exactement, c'est ça. On a l'habitude de manger avec ses parents, ses frères et sœurs, mais cette année c'est vraiment différent. C'est un peu difficile, mais alhamdoulilah, on fait avec. On voit tout le groupe, hein, là, pratiquement. Voilà, exactement. Ça, c'est presque nous tous. C'est la famille. Une belle énergie donc, de jeunesse. Vous êtes là à nettoyer, préparer, couper, etc. C'est toutes belles actions. En fait, notre ami de l'association, donc Nas El Khair aussi, notre ami Kenzan Shah nous avait parlé justement de l'importance de bien gérer donc cet élan de solidarité, comment s'impliquer. On peut même nettoyer de chez soi et emmener aussi vers les bénévoles qui vont utiliser donc chacun. Exactement. C'est des méthodes. Chacun travaille comme il veut, mais nous, on est très très bien organisés parce qu'on se partage en petits groupes. Il y a un groupe, comme elle a dit ma collègue, qui vient le matin, qui fait les courses, qui cuisine avec notre chef cuisinier Elias, qu'on salue d'ailleurs. Voilà, on se partage, on a une très bonne organisation. Donc on n'a pas besoin de travailler chez nous et ramener. Donc on fait tout dans le local qui nous a été offert par un monsieur, qu'on remercie d'ailleurs. Et voilà. Grâce à lui, Et on bien avance. sûr, aujourd'hui, vous arrivez aussi à peut-être parler à ces personnes qui viennent manger. Oui, bien sûr, pour les mettre Les à l'aise. réconforter. Voilà, exactement, pour les réconforter, pour les mettre à l'aise. D'ailleurs, même parfois, on mange avec eux juste pour qu'ils se sentent vraiment à l'aise. Et ça va, on a un bon retour. D'ailleurs, même les plats sont délicieux, à ce qui il reste paraît. rien. Exactement, il reste Alhamdulillah. strictement rien. Eh ben, très Alhamdulillah. bien. Alors, Voilà. ce sont en général des habitués ou ce sont des gens de passage que vous revoyez pas forcément? Il y a des habitués et il y a des personnes de passage, sachant qu'on fait aussi de l'emporter. Il y a des personnes qui passent, par exemple des mères de famille qui ne n'osent se pas. sentent pas voilà, très à l'aise de s'asseoir dedans. C'est clair. Donc voilà, ils prennent avec eux. Il y a aussi des boîtes réservées pour les personnes qui sont de passage dans la route. D'ailleurs, il faut savoir qu'on part dans les barrages de police et on essaie de donner aux personnes comme on dit, voilà. Des gens qui travaillent aussi, qui peuvent pas se déplacer. Voilà. Ouais. Donc voilà, il y a des habitués, il y a des personnes de passage. Voilà. On essaie de faire avec. Très bien. Et vous vous trouvez où? Le lieu se trouve où? À Cuba, la Croix, c'est ça. Plus précisément, en face, les 3 horloges. D'accord. C'est pas, en tout cas, c'est pas difficile à trouver. Du tout. Maps, on écrit pâtisserie César, vous êtes chez nous. D'accord, ok. Voilà. Merci pour votre élan de solidarité. Merci Peut-être à un vous. dernier mot pour chacune. Qu'est-ce que vous avez besoin justement de plus de main-d'œuvre?
Non, vous êtes suivis? On a des pages Instagram et Facebook et nos donateurs et nos abonnés viennent pratiquement tous les jours pour nous aider. Exactement. Ils sont toujours là. Des personnes qu'on ne connaît pas, ils toquent à la porte. Bonjour, c'est DZ Volunteers, on vient vous aider aujourd'hui. Ça nous fait énormément plaisir. On remercie les donateurs qui nous font à chaque fois confiance, à chaque événement. On vous remercie énormément. Je dis bravo aux soldats noirs pour le courage et le voilà. J'espère qu'on continuera comme ça. Inch'Allah, bien sûr, avec votre sourire et surtout votre bonne humeur, cet esprit de solidarité qui règne entre tout le groupe, bien entendu. Peut-être un dernier mot encore une fois. Je tiens vraiment à remercier toutes les personnes qui nous ont aidés et surtout le groupe, notre famille, voilà. Je nous dis courage à nous, voilà, Inch'Allah, ça va bien se passer. Merci à vous justement pour l'invitation et j'espère que notre voix sera répandue et j'espère qu'on aura des personnes qui vont nous aider. Merci encore. Inch'Allah. Peut-être un programme aussi à tenir. Vous avez mis un programme pour l'Aïd aussi? Oui, exactement. Bien sûr, on prépare actuellement qui soit à l'aide. Voilà, donc on essaie de récolter des dons ou même des vêtements, des chaussures, même parfois on fait des gâteaux pour l'aide pour envoyer dans des boîtes avec quel qu'il soit. Donc voilà, si des personnes veulent nous aider, ils peuvent nous contacter. Voilà, ils peuvent nous contacter sur nos pages, que ce soit Facebook, Instagram, ils trouveront aussi nos numéros. Et voilà, merci tout le monde et merci à Dieu surtout. Alhamdulillah. Alhamdulillah, yatikum saha. En tout cas, bravo pour cette belle énergie que vous dégagez à travers vos sourires, à travers aussi cet élan, on a pu le voir, l'ensemble du groupe, les 40, c'est ça? Une quarantaine de bénévoles, de jeunes. Bravo à vous, Inch'Allah, ça va être donc récompensé et ça sera aussi bien réalisé jusqu'à la fin de Ramadan. Merci encore une fois et bonne chance. Je rappelle Ikram Rania Aguina, vous êtes membre du groupe des Z Volunteers et vous êtes aussi étudiante, master 2 en journalisme. En journalisme. Avec nous, Cyrine Madoun, vous êtes aussi membre de ce groupe et vous êtes aussi étudiante, deuxième année, master de journalisme. Donc merci beaucoup à vous et bonne chance pour vos études également. Eh bien, on est arrivé à la fin de l'émission. J'espère que vous avez apprécié ce passage avec nous. En tout cas, on vous dit bonne journée, Saha Siamko, et puis on vous dira bien entendu à demain dès 9h du matin. Au revoir et bonne journée.